J'accueille aujourd'hui donc un panel d'intervenants et de personnes qui étaient à la manœuvre au sein de ce laboratoire d'expérimentation qui est le festival Mars Attack à Marseille. Donc l'objectif pour nous était vraiment de mettre en œuvre l'ensemble, on va dire, des prescriptions du décret et de son arrêté d'application à l'œuvre dans ce festival, de vérifier différentes solutions pour faire émerger, on va dire, des pratiques qui puissent être reproductibles et essaimées dans les autres festivals. Alors donc j'accueille Alexandre Caponi, je commence par ma droite, donc de Duchot, Nicolas Legendre, directeur technique de Mars Attack, Geoffrey Mouradian du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Marseille, David Rousseau de Solutions 63 Hz et Anne-Laure Prunier, donc membre d'Agisson et du comité scientifique d'Agisson et qui a travaillé tout particulièrement avec Jackie Lévesque sur le sujet des appareils de gestion sonore. Voilà, donc nous allons commencer avec une présentation de la part de Nicolas du festival, nous dire un petit peu en quoi il était un petit peu représentatif de ce que nous souhaitions aussi mettre en œuvre. Et puis de rappeler un petit peu pourquoi aussi vous avez rencontré quelques difficultés. Merci Angélique. Pour resituer un petit peu, donc le festival Mars Attack, 25e année l'année dernière. C'est un festival hip-hop électro urbain, chargé en basse fréquence pour le coup de par sa couleur musicale, et implanté depuis 2021 dans le parc Borelli, donc avec une partie classée au monument historique et donc plutôt située dans des beaux quartiers de Marseille. Avec une proximité des habitations, c'est-à-dire qu'on est sur le centre du parc, 200 mètres de rayon. Voilà, donc voilà, on est très proche des habitations. 2021, suite Covid, on fait une petite édition. On est, à l'époque, on est encore sous les restrictions un petit peu, donc 5000. Limité à 5000 festivaliers, une scène principale et une petite scène. À l'issue de ce festival, on commence à avoir une remontée de plaintes des riverains qui se plaignent de la suractivité estivale, parce qu'on est quand même sur un quartier également proche de la corniche, avec des bars, des discothèques et énormément d'activités estivales. Mais le festival Mars Attack est plutôt pris comme cible. Et se monte un collectif de 600 riverains à peu près et qui s'entoure d'avocats. Mars 2022, on décide de réagir. Et donc on contacte Agisson parce qu'avec Béatrice, donc la directrice, on est bien perdu. On ne sait pas trop comment réagir par rapport à cette montée de bouclier. Voilà, donc on contacte Agisson, Angélique. Angélique nous met en lien avec David Rousseau, Solutions 63 Hz. Et dans la précipitation, c'est-à-dire en 2 mois, on décide de réagir pour essayer de calmer un petit peu les ardeurs des riverains. On travaille sur deux choses principalement. Essayer de travailler la directivité des scènes, sachant qu'on est repassé sur une formule normale, donc on repasse sur 4 scènes et un accueil de 15 000 personnes. Avec une scène principale de 12 000, dont les premières habitations sont en face à 400 mètres, une deuxième scène 4000 qui fait de l'électro pendant 12 heures non-stop, une troisième scène qui est 1500 personnes, dont les premières habitations se trouvent à 70 mètres sur le côté. Voilà. On est dans cette situation-là. Super condition, quoi. On réunit toutes les conditions pour se faire taper dessus.
Mais bon, voilà, on n'en avait pas conscience. Donc voilà, David Rousseau, Angélique, les sonorisateurs du festival, on commence à se mettre au travail, mais on est au mois d'avril, hein, et le festival a lieu mi-juin, donc on a à peine 2 mois pour monter les choses. On met en place ce que l'on peut. Dans cette précipitation, on s'entoure d'un BEA, Bureau d'études acoustiques. On n'arrive pas à faire de INS parce que c'est bien trop court, hein. De toute façon, une INS doit être déposée 2 mois à l'avance à peu près à l'autorité administrative, hein, donc on est hors délai. Mais par contre, on décide quand même de faire des mesures sur le festival pour voir un petit peu, avoir des repères à l'issue du festival. Et donc voilà, donc le festival se déroule. On sort une INS post-festival qui nous donne des valeurs avec différents points de mesure qui ont été réalisés sur tout le pourtour du site. On a les premiers retours des artistes qui ne sont pas satisfaisants pour le coup, hein. En ayant travaillé la directivité, on a perdu entre guillemets l'expérience publique, c'est-à-dire l'homogénéité du son sur la couverture, c'est-à-dire David vous expliquera mieux que moi ce genre de phénomène, mais très clairement, on a resserré le champ des basses fréquences, et donc effectivement, le son n'était pas du tout homogène. Le public, donc là j'étais sur les artistes, hein, j'ai parlé des artistes. Tout à fait. Voilà, on a eu une remontée des artistes qui était non satisfaisante, on a eu une remontée du public également qui était un peu du même ordre. Donc, voilà, ça c'est un peu le bilan 2022. Voilà. Faire converger en fait la tranquillité des riverains et on va dire la qualité pour le public et les artistes est loin d'être évident en fait. Voilà. Surtout quand on travaille dans l'urgence. C'est ça, exactement. Et je vous passe également aussi d'autres surprises, notamment auprès de avec les prestataires, parce qu'on a fait ça tellement dans l'urgence et dans notre coin qu'on n'a pas pris le temps de consulter notre principal prestataire du show. Voilà. Donc un peu surpris par ce qu'on a pu mettre en œuvre. Fort de cette expérience, à l'automne dernier, d'ailleurs à peu près à ce moment-là, mais un peu avant, les réflexions avaient déjà commencé, hein, mais lors de ces rencontres ici, on définit un petit peu nos objectifs, c'est-à-dire, très clairement, on ne peut pas s'arrêter ce travail au niveau de l'environnement. Les riverains sont toujours très remontés. On fait des réunions de médiation régulièrement, c'est-à-dire 2 par an, qui sont assez difficiles avec eux. On se fait attaquer. Bon, on sait qu'on doit continuer ce travail et l'approfondir. Donc ça, c'est un des premiers objectifs qu'on pose sur la table. Le deuxième objectif, c'est de retrouver l'expérience publique, parce qu'on reste un festival et que pour nous, c'est notre métier, c'est notre cœur de métier. Et donc, il est important de conserver la qualité du festival Mars Attack. Et ensuite, on s'était rendu compte également que sur l'expérience 2022, il y avait eu énormément de tensions pendant le festival entre les sonorisateurs accueillis, nos sonorisateurs, du fait d'un manque de communication. Donc je précise là parce qu'on en reparlera. Pour moi, c'est un élément très important. Donc on décide de renforcer la communication. Et ensuite, quatrième objectif, c'est de toute façon, on se place comme un festival d'expérimentation. Donc on décide d'essayer d'appliquer tous les champs du décret sur la prochaine édition. On aurait peut-être pu se préserver un peu. Bon. C'est passé, le mal, on l'a endossé, et ça sera plus facile maintenant. Mais ça a passé justement aussi par un point qui est essentiel, c'est que vous avez aussi beaucoup communiqué et contractualisé avec les prods et les artistes cette année. Oui, complètement. Du coup, alors oui, on a
on a voulu se prémunir, en tout cas, faire des levées de doute, c'est-à-dire contractualiser avec les artistes au préalable les productions en disant voilà, vous arrivez sur le festival Mars Attack, on s'affaire pour l'application du décret, mais également on peut aussi avoir des prescriptions plus restrictives de la part du SCHS, de l'autorité administrative de Marseille. Voilà. Et donc, voilà, effectivement, on a contractualisé avec eux. On a communiquer fortement via la fiche technique vis-à-vis des groupes, et parce qu'effectivement quand on contractualise avec une production, le régisseur de tournée ou le sondier derrière, il l'a jamais vu le contrat, de toute façon. Donc il est très important de le rappeler dans la fiche technique, de façon à ce qu'on puisse avoir, si jamais ces personnes sont en doute, qu'on puisse avoir les discussions en amont et que lorsque ils se présentent sur le festival, les choses soient apaisées. Pour répondre vite fait sur l'objectif respect des émergences, améliorer nos émergences et améliorer notre expérience publique, on a décidé pour le coup, d'étendre, de monter un groupe de réflexion en incluant, donc en conservant évidemment David Rousseau, Agisson, le festival, mais en incluant le prestataire du show et également le fabricant, par l'intermédiaire de Duchot, qui était Meilleur Son. Voilà. Tout ça nous a fait travailler pendant 3-4 mois entre janvier et avril pour aboutir à des solutions sur chaque scène d'implémentation physique de boîte pour gagner en directivité qui était unique à chaque scène. Voilà. Ça vous va, Angélique ? Oui, ça me va pas mal. Hein. Déjà, on se rend compte que... J'en ai d'autres, mais... On va y revenir. On se rend bien compte que donc on a quand même beaucoup de protagonistes. Voilà, le SHS que tu as évoqué. Donc, il y a eu un vrai travail de concertation avec l'ensemble des parties prenantes pour que, à chaque étape d'avancement du projet, chacun soit bien au courant de ce vers quoi on allait. Et puis, peut-être, oui, tu peux ajouter un mot sur la relation avec le SCHS, oui, dont parce que Geoffrey va nous parler après, mais qui était assez particulière par rapport au parc Borély. Non, effectivement, parce que quand on a décidé d'essayer de mettre en application la globalité du décret, voilà, ça nous concernait. Et puis est arrivé le SCHS avec Geoffrey, qui s'est entouré d'un bureau d'études, HC Acoustique, avec qui on a travaillé conjointement sur la réalisation d'un cahier des charges sur le parc Borély de traitement de niveau sonore. En tout cas, on a essayé. On a également travaillé conjointement sur la rédaction de l'EINS, c'est-à-dire savoir ce que l'autorité administrative attendait de cette EINS, parce que aujourd'hui, il n'y a aucune EINS similaire. Si vous en récupérez 15-20, vous verrez qu'il n'y en a pas une qui est similaire. Voilà, donc on a essayé de créer un modèle et d'y répondre. Ça n'a pas été simple. On n'a pas réussi à respecter, soyons honnêtes, on n'a pas réussi à respecter les délais. Mais vu qu'on a travaillé conjointement dans l'élaboration de tout ça, et ne nous cachons pas, on est au début de tout ce travail qui va être très long. Tout le monde a fait preuve de bonne compréhension et on a réussi au final à sortir des documents, je pense, intéressants qui vont nous permettre de poursuivre un peu le travail. Parfait, tu me laisses glisser parfaitement dans le déroulé vers Geoffrey Mouradian et le service communal d'hygiène et de santé, qui représentait donc la ville dans cette histoire. Donc, comment s'est passé effectivement le travail pour le SHS, comment la ville a été impliquée sur ce sujet. Je sais qu'il y a toujours cette problématique pour une collectivité de devoir, d'une part, continuer à l'animer, à créer de l'attractivité et respecter la tranquillité de ses administrés. Mais je te laisse la parole.
Bonjour tout le monde. Voilà, je suis Geoffrey Mouradian, je suis inspecteur de salubrité au sein du CHS de la ville de Marseille. Euh, pour reprendre ce qu'elle disait Angélique, on a été confronté aux plaintes dues aux nuisances sonores en plein air depuis 2016, avec l'arrivée des fan zones sur l'Euro 2016 sur les plages du Prado. Donc c'est la première fois où on a été confronté, où on demandait on donnait un avis, donc il faut se peut, sur la diffusion de musique amplifiée en extérieur. Donc si vous voulez, avec les contraintes, on avait fait, à cette époque-là, on avait fait des études d'impact, bon, qui se faisaient en temps réel, mais après pour agir dessus, ça sera pas, c'est pas possible. Donc, et en fait, on avait compris qu'il y avait beaucoup de demandes, qui allaient se faire sur les plages du Prado, sur l'espace balnéaire du Prado, sur le parc Brully, et d'autres parcs de la ville aussi sont soumis à cette réglementation. Enfin, ils font des festivals dans des parcs. Il y a beaucoup de parcs qui accueillent des festivals en plein air. Donc on savait très bien qu'on est confronté à des freins, et parce que c'est le maire qui déroge à l'arrêté préfectoral. Il y a un arrêté préfectoral de 2012 sur lequel le maire doit déroger. Et pour que le maire déroge, on est obligé d'assurer en fait la tranquillité, on va dire, la tranquillité du voisinage et de réduire l'impact. Dans ce souci, on a très vite compris que les études d'impact, comme on les faisait sur les établissements classiques, ne marchaient pas. Puisque de toute façon, on arrivait le jour du festival avec l'étude d'impact et on ne pouvait pas agir sur la directivité, sur les niveaux sonores dessous, c'était trop tard. Donc on est parti sur une étude d'impact ou un cahier des charges où on demande une étude prédictive sur les différentes scènes qu'il y a. Autant de scènes, autant d'études. Avec, je résume, mais c'est le nombre d'enceintes, le type d'enceinte, et enfin, il y a plein de détails qui rentrent en jeu dans cette élaboration de l'étude d'impact que nous demandons. Et se permet au maire de déroger. Alors, il n'y a pas une obligation de résultat, puisque bon, les résultats, on sait très bien, on a pris partie prenante que de toute façon, les 3 débits d'émergence, on les aura jamais sur les riverains dans un festival en milieu urbain. Ça, c'est sûr. Par contre, les moyens qu'on nous demandons à mettre en œuvre mis en œuvre par le festival permettent de réduire l'impact des niveaux sonores. Voilà, c'est dans un souci comme ça. On est sur ce qu'on disait tout à l'heure ce matin. Finalement, on aborde le sujet de l'obligation de moyens et non plus de résultats. Et c'est ce qui paraît le plus cohérent, effectivement, dans l'application de cette règle. Voilà, absolument. Ensuite, nous, on souhaite développer les cahiers des charges sur les différents sites de la ville de Marseille. Oui, donc ce que vous avez mis en place à Borély était une expérience qui vous permettait derrière de dupliquer ce cahier des charges pour les différents parcs. Il est très important, comme disait Nicolas, de commencer les réunions sur le phasage des trucs tôt dans l'année. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va bientôt commencer à travailler sur l'année 2024. Quoi. Voilà. En fait, ça permet... C'est vrai que c'est à peu près ce qui s'est passé l'année dernière aussi. C'est ça. Ouais. Donc on est sur un temps qui est très chronophage pour nous, parce que bon, il y a plusieurs festivals, mais aussi pour Mars Attack, pour tout le monde. Mais on ne peut pas se faire l'économie de ça. Parce que si vous voulez... ça apporte vraiment, d'un point de vue des riverains, on a vu les plaintes se réduire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas zéro, mais bon, on n'en a pas reçu, mais on est quand même proche. Le ressenti des riverains a été vraiment un réel effort qui a été fait par le festival pour atténuer les nuisances. Et en deçà, aussi, alors on parle de nuisances sonores, mais il y a aussi tout ce qui est trottinette électrique, mise en place. Enfin, il y a tout un truc qui est fait. Nuisances annexes aussi au festival. Qui ont été pris en compte. Donc ça aussi. Donc, si vous voulez, on rentre dans un processus où chacun des organisateurs devra rentrer dans un processus comme ça, en fait, pour, d'une part, communiquer et de toute façon faire des efforts afin que le festival puisse perdurer dans le temps. Parce que Mars Attack,
a eu plusieurs lieux tout au long de sa vie. Et c'est vrai que le parc Borély s'y prête, le cadre s'y prête, et le fait de pouvoir continuer sur ce lieu, je pense que ça pourra être bénéfique pour le festival. Mais comme tout autre festival aussi, puisque le littoral s'y prête à Marseille pour accueillir des festivals, mais dans un cadre bien restreint, enfin bien précis. Bien précis. Voilà. Vous avez eu, est-ce que vous avez eu des plaintes cette année, des riverains, des retours pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore fait la réunion de bilan qui approche, mais vous, est-ce que vous, de votre côté, service communal, de notre côté, on n'a pas eu de plaintes. On a eu même plutôt pas de plaintes, et surtout, on a remarqué les efforts qui avaient été faits auprès du festival afin d'atténuer les nuisances. Parce qu'il y a un gros travail de communication qui est fait par rapport aux riverains, aussi qui du quartier, tout ça. Et la ville s'intègre aussi là-dedans. Et le fait d'expliquer que, alors, l'opposition des 3 dB par rapport au texte, c'est ce qu'on nous brandit, de toute façon. Je veux bien qu'on dise qu'on n'en tient pas compte, mais les riverains, s'ils attaquent, ils attaquent sur ça. Donc c'est nous qui sommes confrontés à ça. Donc nous, dans cette obligation-là, on est obligé de montrer ce qu'on a mis en place. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait pour atténuer les choses. Dire que le risque zéro n'existe pas, non. Il y aura toujours des émergences, mais c'est un discours honnête et franc qu'on a tenu dès le départ avec les riverains. Mais par contre, qu'on allait faire des efforts pour réduire le plus possible ces nuisances. Oui, parce qu'il faut noter qu'une collectivité peut très bien être attaquée par les riverains pour carence et non-application du texte. Donc c'est important, effectivement, pour la ville de se prémunir et d'être aussi dans cette relation de dialogue, finalement, avec les riverains. On a pu constater, effectivement, que les échanges étaient très, très nourris dans les réunions. Mais avec aussi, c'est vrai qu'il faut peut-être le rappeler, il y avait une visite sur place, une visite presse, mais à laquelle étaient invités les riverains, qui a quand même permis un super dialogue. Je reviens vers toi, Nicolas. Alors je parlais de la clé de la communication, mais donc ça en fait partie. Parce que pour moi, il y a la communication en interne, donc entre les différents protagonistes. D'ailleurs, nous, le bilan, entre guillemets, il est plutôt positif cette année à plein d'endroits. Mais il nous reste du travail notamment sur la communication interne, mais la communication externe, donc c'est-à-dire les artistes, les productions, ok, mais c'est aussi effectivement les riverains. Et pour moi, c'est primordial de conserver une médiation avec eux régulièrement, de leur faire des points d'étape, de leur montrer ce qu'on met en place. Et nous, effectivement, cette année, on a organisé, parce qu'on avait déjà fait en fait des moments avec David, on avait déjà fait des expérimentations, hors site, c'est-à-dire démonstration, exactement. Et là, pour le coup, c'était sur des petits dispositifs, on les faisait passer devant, derrière les subs, ils voyaient un petit peu le travail qui allait être réalisé. C'était pour leur expliquer un petit peu ce qu'on allait faire. Voilà, tous les ans, on faisait ça. Là, pour le coup, on les a invités sur le temps du festival, en pleine exploitation. On a fait le tour de tous les sites. Et là, je mets une petite médaille. C'est que, effectivement, à un moment donné, j'ai décidé de les emmener sous une scène qui est la scène de l'Arena, qui est électro. Et on s'est positionné derrière les subs, accoudés aux subs, et on discutait. Et on discutait sans crier. Et là, pour le coup, ça a changé le point de vue total des revendiquants. Voilà, donc oui, l'expérimentation et leur montrer qu'il y a un travail qui est fait, c'est primordial. Complètement. On va glisser peut-être sur la technique avec David Rousseau et Solution 63. Est-ce que tu peux déjà nous présenter, nous dire un petit peu, parce que tu étais en charge d'une part d'une INS pour le festival cette année et également de tout ce qui relevait de la gestion plus particulière des basses fréquences. Donc nous dire un petit peu quels ont été les points compliqués sur cette INS, qu'est-ce qui dérange, mais tu l'as tout à l'heure abordé pour ceux qui étaient là, ils ont déjà eu un teaser de ce qui gêne le plus les riverains et ce sur quoi on a travaillé plus particulièrement, ce sur quoi tu as travaillé plus particulièrement à Mars Attack.
Oui, alors bonjour, David Rousseau. Alors moi, je suis, on va dire, la partie technique de Solutions 63 Hz. Solutions 63 Hz, c'est une société qu'on a créée dans le but de pouvoir maîtriser la partie technique en se donnant la souplesse de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que je fabrique les boîtes, je fabrique les appareils de mesure, je fabrique un ensemble de choses qui me permet de choisir ce que je veux utiliser, comme je veux l'utiliser, et de surtout visualiser comme j'en ai envie. Donc ça permet d'être plus souple dans la démarche. Je retrouve tout, quoi. Ouais, bricoleur, enfin tu l'appelles comme tu veux, mais en tout cas l'idée c'est de se donner la liberté d'essayer tout ce qui pourrait être techniquement possible. Alors, en termes de conflit d'intérêts, parce que je vais parler technique, mais du coup, c'est quand même bien de mettre un préambule sur. Donc, moi, je construis des enceintes, je construis des logiciels de mesure pour quantifier les niveaux sur scène, donc des afficheurs. Je construis des sondes. Donc, j'ai un intérêt dans tout ça. Je voulais juste le spécifier parce que c'est bien qu'on sache un petit peu qui a quoi comme intérêt. Après, alors globalement, les difficultés de l'étude d'impact. Clairement, ce qui compte pour les riverains, c'est les basses fréquences. Le reste, ils ferment la fenêtre, ils n'entendent plus. Donc, par contre, les basses, ça traverse absolument tout. Hein, pour se donner des ordres de grandeur, parce qu'à un moment, c'est bien, quand on parle de physique, c'est bien d'avoir les ordres de grandeur en tête. La quantité de ce qui sort, c'est 35 dB de trop. 35 dB de trop, c'est plus de 1000 fois en énergie. Donc, quand on se dit qu'on veut gagner en directivité un facteur de 1000 fois, tout est important. Le moindre truc compte. Parce que quand on est au millième, la précision qu'on a besoin pour travailler au millième, elle est extrême. Et ça, c'est aujourd'hui le principal frein qu'on a dans la communication avec les sonorisateurs, notamment parce que ce qu'on leur demande, c'est de changer complètement leur vision des choses. Parce que quand on travaille sur le devant, c'est-à-dire qu'on considère que les enceintes vont s'additionner, un sonorisateur travaille à faire en sorte que les enceintes s'additionnent bien sur le public. Ça, c'est relativement facile. En ordre de grandeur, la précision qu'il y a besoin pour ça, si jamais par exemple on se dit qu'on va faire une erreur de 6 dB, la précision qu'on a besoin pour ça sur le devant, c'est 2 mètres, quand on parle de distance physique, et c'est 50% des enceintes. C'est-à-dire que vous éteignez 50% des enceintes, vous perdez 6 dB. Par contre, quand on veut faire 30 dB de réjection, enlever 35 dB, la précision qu'on a besoin, dans les études qu'on va faire, c'est le centimètre. Donc on passe d'un coup à 2 mètres. La précision qu'on a besoin pour travailler devant, c'est 2 mètres. La précision qu'on a besoin pour travailler derrière, avec 35 dB de réjection, c'est 2 cm. Et 2 cm, ça va vite, hein, tu décales un petit peu ton sub et ça y est, t'es plus dedans. Et c'est en termes de précision de mesure, à l'avant, on éteint la moitié du système, on perd 6 dB. À l'arrière, on se trompe de 0,1 dB. Alors, je ne sais pas si jamais il y a beaucoup de techniciens, mais 0,1 dB ici, c'est absolument rien. Avec absolument rien, on change les 6 dB en question. Donc, ça veut dire que quand on cherche à créer de la directivité, on a un besoin faramineux de précision. Et que cette précision qu'on demande, elle est sans commune mesure avec ce qu'on demande quand on cherche à additionner devant. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont habitués, qui manipulent depuis 30 ans des systèmes où globalement les ordres de grandeur, c'est le mètre et c'est la moitié du système allumé, si jamais on parle de 6 dB d'erreur. Là où quand on travaille derrière, faut qu'on travaille au centimètre et à 0,1 dB près. Et ça, c'est le principal frein qu'on a, parce que les gens ne sont pas formés à ça. Ils n'ont pas, dans leur esprit et dans la façon de réagir, ils n'ont pas compris que quand on travaille en réjection, il faut être sur une extrême précision. Et c'est le vrai gros sujet. Et concrètement, la solution, c'est de se former et de comprendre que ça demande vraiment de la précision, de travailler en réjection. Donc l'objectif, là, c'était de travailler justement sur cette réjection pour minimiser l'impact sur les riverains qui se trouvaient à l'arrière et sur les côtés des scènes. Du coup, le standard, quand on prend, on accroche, je ne sais pas si jamais tu as pu télécharger le document, mais globalement, aujourd'hui, quand on fait un système standard, par exemple, on prend des subs, on les accroche en l'air, pour faire simple,
Alors, oui, ça c'était, juste on va refaire dans l'ordre, vite fait. Ça c'était pour expliquer que globalement aujourd'hui, là où on sort, c'est-à-dire dans les basses fréquences, donc chez les riverains, ce qui gêne, c'est les basses fréquences, ça ne sont pas réglementées, mais c'est ce qui gêne le plus parce que c'est là où il y a le moins d'isolation. Donc globalement, aujourd'hui, la partie gênante, c'est la partie hors réglementaire. Mais c'est ce qui déclenche les plaintes. Donc si jamais vous gérez pas... Tout ce qui se trouve en dessous du 125 Hz, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc la fréquence charnière, c'est 88. Donc globalement, tout ce qui est en dessous 88, réglementairement, on s'en fout. Sauf que c'est ce qui déclenche les plaintes. Et donc, si vous pensez travailler en DBA pour plus avoir de plaintes, ben, vous faites fausse route. Ce qu'il faut, c'est ne plus générer maîtriser les basses fréquences afin que les gens ne soient pas dérangés. Parce que ils portent plainte parce qu'il y a les basses fréquences. Alors même si elles sont hors réglementation, c'est ce qui déclenche la plainte quand même. Tu peux passer à l'autre. Alors ça, c'est une explication. Donc la solution aujourd'hui pour concentrer le son sur le public, c'est de le diriger. Pour le diriger, on cumule deux grands principes physiques. Le premier principe physique, c'est de mettre les haut-parleurs l'un derrière l'autre et de faire en sorte qu'ils s'additionnent vers le public et qu'ils se soustraient vers les riverains. Donc c'est ce qu'on appelle le cardio. Il y a deux grandes technologies pour faire du cardio. Soit vous les mettez à un quart de la longueur d'onde et globalement celui-là virtuellement vient ici. Donc pour la personne qui est là, eh bien, les deux s'additionnent. Par contre, pour le riverain qui est derrière, celui-là virtuellement, comme il est retardé, il est là et donc il y a une demi-longueur d'onde entre les deux, donc le son s'annule. Ça c'est la solution la plus simple parce que c'est une solution qui ne déforme pas le son. Donc c'est une solution qu'on peut appliquer tout le temps et qui n'engendre pas de problème de réglage. Enfin, ça ne déforme pas le son. Donc à partir du moment où ça ne déforme pas le son, c'est du gain vis-à-vis des riverains. Il n'y a pas de perte d'énergie, donc c'est du 100% gagnant pour tout le monde. Si tu peux passer à la deuxième slide. Et il y a deux technos. Il y a la techno que je vous ai montrée là-haut et il y a la techno en inversion le sens du haut-parleur qui permet concrètement d'absorber totalement à l'arrière. Parce qu'une des limites majeures de ce que je vous ai présenté là-haut, c'est que ça le fait bien pour une fréquence. Donc généralement, on choisit le milieu de la fréquence des subs, mais ça marche bien que pour une fréquence. Alors que par contre, si jamais on fait sur le schéma d'avant une opposition de phase et qu'on inverse le retard, on le fait pour toutes les fréquences. Donc là, globalement, c'est ce qu'on voit en simulation. Ici, on est sur un système qui est en opposition de phase où globalement, on réjette pour toutes les fréquences très fortement. Alors que là, on est sur un système qui ne marche que pour la fréquence qu'on a considérée. Donc ça fait moins bien. Mais l'avantage de celui-là, c'est qu'il ne déforme pas du tout, alors que celui-là déforme l'impulsion du son, donc la perception du son. Donc ça demande derrière à recaler les systèmes et avoir une gestion plus importante. Donc ça demande un peu plus de compétences, parce que ce n'est pas aussi simple à mettre en œuvre. Celui-là, il faut juste mettre les haut-parleurs à la bonne distance et appliquer leur retard. Donc il n'y a aucune compétence à avoir pour faire ça. Si tu peux passer à celle d'après. Alors ça, donc je disais, aujourd'hui, créer de la directivité, ça passe par deux principes physiques. Ça passe par le principe physique d'annuler le son à l'arrière par du cardio, et ça passe par le principe de mettre des haut-parleurs les uns à côté des autres, et plus on en met, moins on a de son sur les côtés, et plus on en a devant. Donc là, on a justement une visualisation qui permet de voir l'influence de rajouter des subs, et on voit que plus on met de subs, et plus on arrive à quelque chose où on n'a plus de son sur le côté, on n'a plus que dans une ligne. Alors bien évidemment, l'objectif à la fin, c'est de faire quelque chose comme ça, où on s'est servi du fait d'en avoir mis plein en largeur pour éliminer le son sur le côté, et où on a appliqué la technique qu'on avait là-haut pour faire le cardio, afin d'envoyer du son que devant. Pour info, David, on en a mis 30. Hein. Voilà. Oui, non, mais là j'ai fait un truc, mais ça du coup c'est l'explication, on va y revenir parce que c'est une des différences entre 2022 et 2023, c'est que 2023 on a décidé justement de faire quelque chose de très large, donc de bien plus serré, qui permettait d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène, parce que plus on est large ici en termes de diffusion, et plus le triangle, la partie du son où il y a du son qui est correct est grande. Donc là par exemple sur Mars Attack, on était à 30 mètres de large. C'est un bon compromis, mais 30 mètres de large, ça fait déjà un paquet de subs. Hein. Parce qu'on a un problème majeur, c'est qu'on ne peut pas les mettre... Je précise, on parle de la scène principale, la main stage. Mais c'est vrai pour tout. Hein, ce principe physique-là, de plus t'en mets, plus ça va devenir directif, il est viable pour tout et pour tout système. Tout à fait. Attends, je finis juste, après on prendra les questions. Donc là, globalement, l'idée de Mars Attack, c'était de se dire, plutôt que d'en envoyer... tu peux passer la slide d'après ?
Voilà. Ça, c'est la directivité. On peut pas parler d'une directivité, mais c'est concrètement la pression qui est générée par un stack de haut-parleurs en l'air, de sub en l'air, comme on le ferait si jamais on cherche à avoir un maximum d'homogénéité. Alors ça a l'avantage d'être très homogène. On n'a plus de surpression localement. On a quelque chose qui est parfait en termes de couverture pour le public. Par contre, pour les riverains, c'est une catastrophe absolue. Et là, à côté, on a la même chose, donc c'est le même niveau ici à 50 mètres. Par contre, on l'a dirigé de telle façon à ce qu'effectivement, tous les riverains qui sont de ce côté-là n'aient plus de son. Donc ce principe-là permet concrètement de minimiser l'impact sur les riverains. Et plus on fait large, là sur Mars Attack, à la fin ici, ça faisait 50 mètres. À 500 mètres, il y avait 50 mètres où là, c'était l'horreur, parce qu'ils avaient le niveau normal, donc ils étaient à 90 dB sur les fenêtres. Mais par contre, c'était très 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 limité en termes de... La quantité de gens, c'était un peigne très fin qui était exposé. Alors que d'habitude, c'est 360, quoi. Néanmoins, sur ces riverains qui étaient en face, tu as aussi expérimenté, on a expérimenté une autre solution pour justement, vas-y, renvoie la scène amener, d'après. voilà. Alors ça, c'est Mars Attack. Donc, on voit, donc globalement, ici, il y a la mer. Et là, il y a les riverains qui se plaignent le plus et qui sont le plus proches. Vous voyez bien qu'ils sont quand même très très proches, même derrière, on peut les voir. Et après, il y en a tout autour là, oui. Donc, globalement, le principal sujet, quand on veut limiter les problèmes avec les riverains, c'est d'orienter correctement sa scène. Donc ça, on a pu le faire pour ces trois-là. Par contre, pour celle-là, on n'a pas la place pour le faire. Donc, voilà, on est avec ça, puis on n'a pas le choix. Donc, on sait qu'on envoie là, et que là, ici, par contre, c'est pour de vrai. Parce que, alors, vas-y, descends encore la slide. Voilà, donc le système qu'on a mis en place, c'est un système comme ça, avec, vous voyez ici, beaucoup de subs. Et concrètement, il y en a qui sont inversés dans les sens pour créer l'effet cardio, et après, il y en a une grande ligne. Et les enceintes, c'est pareil. Les enceintes ont également été traitées avec une enceinte derrière l'autre pour que le graphe de l'enceinte n'engendre pas de problème à l'arrière, et avec la même chose sur le côté afin d'éliminer l'énergie qui va sur le côté. Et donc là, ça par exemple, c'est pour 63 Hz, c'est pour l'octave 63 Hz. Donc avec l'ensemble du système, donc on voit que parce que souvent les gens regardent les subs mais ne regardent pas les enceintes. Sauf qu'aujourd'hui, les enceintes qu'on a, elles envoient une patate faramineuse dans le bas. Parce que c'est des vrais, on n'est plus sur des trucs qui n'envoient pas de son. Donc c'est important de traiter correctement l'enceinte. Et donc là, ça c'est une vision de l'intégralité. Et pour gérer l'intégralité, c'est là où il faut vraiment faire attention, parce qu'on fait une directivité pour le sub, on fait une directivité pour l'enceinte, et on fait une directivité pour l'ensemble enceinte plus sub. Mais on se sert également, pour le champ lointain, pour les voisins, de la position relative des deux, pour que on optimise tous les critères en même temps. Il n'y a pas plus important que d'avoir une vision systémique quand on veut créer de la directivité. C'est soit tu gères tous tes critères, soit ça ne marche pas. Parce que quand tu cherches le millième, tu as tout géré ou tu n'as rien géré. Si tu peux descendre encore un petit peu. Alors là maintenant, c'est ce que parlait Angélique. Donc, pour essayer de limiter l'énergie qui était devant et qui fait 90... Aller quand même vers les riverains. Aller quand même vers les riverains qui sont juste en face de la Seine. On a voulu utiliser donc une ligne qui a globalement pour fonction, c'est ce qu'on voit ici, donc la ligne qui est là, permet normalement d'enlever le son juste devant. Ça, c'est sans la ligne. Je précise peut-être que c'était une ligne de sub qui était placée derrière la régie façade de la scène principale. C'est ce qu'on voit là. Là, on a le public ici. Et donc, on a la ligne là. Donc, pour le public, d'ailleurs, ça ne change rien. Là, elle est éteinte. Là, elle est allumée. Donc, on voit que pour le public, ça ne change absolument rien parce qu'elle est très cardio. Par contre, pour les riverains, ça permet d'en enlever parce qu'elle gomme, elle absorbe, entre guillemets, le son. Alors ça, c'est une limite. C'est une limite majeure. C'est que quand il n'y a pas de vent, que tout est bien calé, ça marche très bien. Il y a 15 dB de... Pas de vent et pas trop de monde devant. Pas de vent et pas trop de monde devant. Mais en fait, maintenant, quand on est avide et puis qu'on a réglé notre truc, et que la température n'a pas varié, enfin que tout... bon, ça arrive à y aller, on gagne 15 dB, c'est très bien. Sauf que suffit que tu aies une variation de célérité, ou suffit que tu aies un peu plus de monde, ou suffit que tu aies un vent de côté, et tout ça, ça tombe en vrac. Donc du coup... La fiabilité, la fiabilité de la ligne est très compliquée parce que on a une très grande distance ici. Là, on a 70 mètres parce qu'on n'a pas le choix, mais du coup, ça marche. Pour que ça marche bien, il faut être le plus proche possible. Il ne faut pas avoir de vent.
Et après, le public, à la rigueur, ça, on peut réussir à la corriger. Si on avait un peu plus de moyens de mesure, on pourrait le faire. C'est techniquement possible. Par contre, quand vous avez du vent, puis que le vent, il vous décale votre lobe, parce que le vent, il arrive de côté comme ça, et que donc le lobe, il est dirigé à côté. Voilà, vous faites plus rien. Hein. Vous faites mute sur la ligne, et puis, Inch'Allah. Hein. Tu peux mettre celle d'après. Voilà, ça c'est du coup avec le Mars Attack d'implémenter. Et donc on voit la différence entre sans la ligne et avec la ligne. Alors tout ça c'est théorique. Sur le logiciel ça marche très bien, parce que tout est parfait dans le logiciel. Dans la vraie vie ça marche moins bien. Hein. Voilà. On a eu notamment un peu de vent. Comme Et- ça arrive et quand t'as du vent, quelquefois à Marseille. Et Beaucoup de monde. quand tu as du vent, il n'y a pas d'autre solution que de dire on coupe parce qu'on ne sait pas le régler en temps réel. Alors si on était un peu plus compétent dans la mesure, on pourrait compenser les problèmes de public, on pourrait compenser un vent portant ou pas. Par contre, compenser un vent de travers, ça voudrait dire décaler la ligne en temps réel physiquement parlant. On va peut-être pas commencer à mettre ça sur un train non plus, quoi. Et si tu peux descendre vite fait, on va revenir. Alors ça, c'était pour les sondes. Parce Voilà. que du coup, on a installé des sondes. Et donc là, on avait les sondes sur le public. Oui, parce qu'en fait, pour savoir... clair. Voilà, tu vas peut-être un peu vite. Alors, Voilà, bah, je t'en prie. Non, Ouais. vas-y, je t'en prie. Voilà. Ce n'est Ouais. pas toujours moi qui parle. oui, parce que pour pousser l'expérience jusqu'au bout, donc le SCHS était présent pendant le festival pour établir des mesures et voir un petit peu la véracité ou en tout cas des simulations de l'EINS et La réalité. la réalité, parce que oui, c'était la réalité. Et nous, parallèlement, avec David, on a voulu mettre en place sur le pourtour du site des balises qui étaient reliées directement à un bureau de contrôle, on va dire Ouais. ton Le poste de pilotage à poste de pilotage, voilà, qui était un Algeco avec divers écrans qui permettaient à David de voir Descends un peu. en temps réel ce qui se passait en termes de diffusion sur les scènes et ce qui se passait en termes d'émergence au même moment en pourtour de site. Voilà. Et ce qui permettait à David d'intervenir au niveau des différents régisseurs son sur les scènes en disant attention là il faut baisser. Là, là. Voilà. Vas-y, David. À Voilà, toi, du coup, tu peux expliquer tes histoires de sondes. Ouais. Alors, mes histoires de sondes. En fait, pour comprendre ce qui se passe, on a besoin de deux choses. On a besoin de savoir ce qui est généré sur chacune des scènes et de ce qui est capté dans l'environnement. Donc là, ça, c'était chacune des scènes. Donc on avait une mesure dans chacune des scènes qui revenait ici. Et après, l'idée, c'était d'avoir une vision un peu périphérique de l'ensemble des problèmes. Ça sert à plusieurs choses. Ça permet, quand on a un vrai très gros problème, d'aller voir le sonorisateur en lui disant écoute, là, je suis désolé, mais on est en train de faire la guerre à côté, donc est-ce qu'on peut baisser un peu? Donc là, ça, c'est limité comme moyen, hein, parce que si jamais tu lui dis là, je veux 3 dB, tu lui dis tu coupes le système. Hein. Donc c'est pas possible, mais ça permet au moins d'avoir cette interaction-là, et ça permet surtout, quand on fait des systèmes directifs, le moindre chose compte. Mais vu que le moindre chose compte, on peut très facilement avoir des trucs qui tombent en panne, qui sont débranchés, qui sont un peu déplacés. Et globalement, la seule solution pour le voir, c'est de pouvoir mesurer en temps réel et de se dire, par exemple, on envoie le son, on s'aperçoit qu'ici, on est à 70 dB. Et si jamais tout d'un coup, tu passes à 90, ça veut dire qu'il y a un mec qui a voulu baisser la ligne en pensant bien faire, puis que finalement, il a baissé la ligne derrière parce qu'il s'est dit tiens je vais baisser un peu le son, il y en aura moins, et puis finalement au lieu de baisser le son il l'a augmenté parce qu'elle annule plus correctement. Donc il peut y avoir plein de trucs, hein. Il peut y avoir un spicon qui se déconnecte, donc tu as plein de choses. Donc les sondes te permettent, quand tu fais le calage, de visualiser ce que tu fais en champ lointain, parce que quand on cale un système et qu'on cherche à annuler à 3 mètres derrière les subs, on s'en fout. Ce qui se passe à 3 mètres derrière les subs, c'est pas là où il y a les riverains. Donc ta sonde, ton point de mesure, ta référence, c'est au niveau des riverains que tu dois la prendre. Et le fait de pouvoir visualiser quand tu fais ton calage sur l'ensemble du système à plusieurs centaines de mètres, ça te permet de correctement caler. Parce qu'un cardio, quand tu veux faire de l'annulation, si tu le règles pour qu'il marche bien à 3 mètres derrière, il ne marche pas en champ lointain. Donc il faut le caler en champ lointain. Or ça, nous, on a l'habitude de caler devant ou à 10 mètres du système. Mais caler à 10 mètres, ça n'a rien... Enfin, c'est pas la même... Tu fais pas le même réglage à 10 mètres qu'à 50 mètres. Si tu peux descendre, du coup... C'était le poste de contrôle. Voilà, alors ça, c'était juste le truc, parce que je pense que c'est important. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure là, sur la précision des mesures. C'est vraiment fondamental
d'avoir les ordres de grandeur dans la tête de ce qu'on a besoin en termes de précision de mesure. Donc là, je vous ai remis un résumé. Et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il faut être 100 fois plus précis quand on travaille derrière que quand on travaille devant. Et donc, se former, parce qu'aujourd'hui, c'est pas intuitif, c'est pas quelque chose... les sonorisateurs n'ont pas la conscience de cette précision qu'on leur demande. Globalement, on leur demande de travailler au degré à la phase et on leur demande de travailler à 0,15 dB sur les EQ. Personne ne fait jamais ça parce que normalement, ça n'a pas de sens. Oui, c'est une nouvelles exigences réglementaires en termes environnementaux. C'est le fait de demander 35 dB. Oui, tout à fait. Gagner 35 dB de directivité veut dire arriver à ces précisions-là. Et donc amène forcément à une nécessaire montée en compétences des équipes techniques sur ces aspects environnementaux qui jusqu'alors n'étaient pas véritablement gérés, quoi. Même si jamais ils ont la base théorique, ils n'ont pas la compréhension du phénomène de ce qu'on leur demande là. On leur demande plus de caler devant le système, on leur demande de rejeter derrière. Et c'est autre chose. Et si jamais tu veux descendre juste et après ça sera fini, ça c'est les hypothèses de base que j'ai pris, si jamais il y en a qui veulent, c'est l'hypothèse de base que j'ai pris pour sortir le tableau d'au-dessus. Comme ça vous savez de comment je suis arrivé à ces valeurs, quoi. Merci David. On pourrait en parler pendant des heures, hein, mais on ne va pas tout de suite faire la formation. On va attendre un petit peu. Je vais me tourner vers Alexandre Caponi qui représente Duchot. Et donc toutes ces nouvelles considérations environnementales, donc déjà nous présenter un petit peu Duchot, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais ce que ça amène, cette réglementation en termes d'enjeux pour les prestataires de services techniques, l'implication que ça engage pour vous sur un événement et notamment vis-à-vis de Mars Attack, pour vous, quels étaient aussi les différents enjeux et les résultats? Bonjour. Donc Duchot, c'est un prestataire de sonorisation. On a la chance d'être présent un peu partout en France, notamment à Marseille, où Duchot intervient depuis 20 ans sur le festival de Mars Attack. Donc, 25 ans. Non, 25 ans, pardon. Partenaire historique. Partenaire historique de Mars Attack. Donc, c'est à ce titre-là qu'on intervient. Je reprécise un petit peu, on a voulu, effectivement, on a proposé de s'investir plus sur l'édition 2023 par rapport aux éditions précédentes et de retrouver aussi cette qualité de prestataire, de conseil, parce qu'on a quand même un certain nombre d'expériences et qu'on peut amener des choses à nos clients, en l'occurrence. Des retours d'expérience. On a sur les niveaux ou sur les décrets d'application, ces relations avec l'ARS, on a eu pas mal d'expériences, notamment avec le Festival Musilac, ce qui a amené au 102 dBA sur 15 minutes et 102 dBA depuis sur 10 minutes. Un certain temps déjà, avec des sondes, avec des mesures, avec Jackie Lévesque et avec des mesures, avec des... Voilà. Donc cette considération par rapport au public, puisque c'était le décret de 2017. Qui a amené ça. Et puis, on a vu apparaître l'aspect environnemental, les émergences. Et effectivement, cet aspect-là, on l'a vu apparaître plus fortement après le Covid, 2021. Tout le monde... on vit les fenêtres ouvertes et les portes ouvertes. Et puis, on ne s'est pas habitué. Et puis, il y a des gens qui font du bruit, du son. C'est un aspect très très important ce que tu soulignes là, parce qu'effectivement nous on a noté une plus forte intolérance, et ça c'est mondial, hein. On l'a étudié avec différentes structures, une intolérance au bruit de la part de tout le monde en fait, hein. Et donc ça c'est 2021 très fort. On s'est aussi aperçu que ce décret de 2017 finalement n'était pas correctement appliqué. Alors ça, c'est plus quand je parle au niveau de la mesure ou des attendus ou des exigences par rapport aux prestataires sur les opérations. On a fait tout ce travail-là aussi. Avoir des appareils calibrés, et afficher la mesure à l'endroit où on demande, en régie. Donc il y a eu plein de choses. C'est mieux, c'est là où on conduit. Voilà. On a quelques points comme ça qu'on a voulu rappeler. Avec une priorité aussi sur la santé du public, avoir une cohérence tout au sein de l'audience, un certain nombre de considérations relatifs à ce décret.
Donc voilà, on a voulu s'investir plus fort en 2023 pour amener cette expérience et pour amener du lien vers le fabricant aussi, ou en tous les cas vers le ou les fabricants. Il y aurait pu en avoir plusieurs. En l'occurrence, c'était Meyer sur cette édition entièrement, pour amener la connaissance par rapport aux solutions proposées par le fabricant. Je veux dire, dans le sens, chaque fabricant a des solutions, des arrangements de sub, des arrangements pour améliorer la directivité ou le contrôle de directivité dans les basses fréquences, les logiciels de simulation. On n'a pas un logiciel de simulation, on a un par fabricant, même des fois plusieurs par fabricant. Ils ont des résultats plus ou moins corrects, des simulations plus ou moins correctes. Bon, voilà. On voulait amener ce lien direct avec le fabricant pour que la lecture de David, ou en tous les cas, soit la bonne. Puisqu'on parlait de résultat entre la simulation et le résultat, après, c'est la mesure, avec les cabinets d'études acoustiques. Mais on a besoin d'amener ces éléments-là. On voulait que le festival puisse en bénéficier, ou en tous les cas, au maximum. Oui. C'était clairement... voilà. Non. Oui. Et on avait aussi besoin... Après, il y a une autre considération un peu plus terre-à-terre, mais effectivement, à un moment donné, les festivals sont dans les périodes estivales. Juin, c'est sûr qu'il y a des solutions à établir. Et il faut pouvoir régler les problèmes de disponibilité du matériel. C'est ça, c'est ce que j'allais il y a quand même toute cette notion-là qui est aussi, quand bien même Oui, parce que là, on a bien compris avec la démonstration de David qu'on a quand même démultiplié énormément le matériel. Ça a pas afin d'améliorer effectivement et de régler les problèmes de directivité. Particulièrement complexe pour vous. Pour revenir sur la scène principale, la ligne principale, c'est 30 subs. La ligne d'annulation, c'est la même taille de ligne, c'est 30 subs. Donc ça fait 60 subs pour une scène et une audience de 12 000 personnes. On ne met pas 60 subs toute l'année dans un zénith ou dans une arena. On voit bien les enjeux. Ils sont démultipliés. Donc voilà, on avait besoin d'intervenir plus pour dire, bon, dans cette piste-là, on va pouvoir le faire, ça, on ne va pas pouvoir le faire. C'était important que nous, on puisse amener ces informations-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je sais pas. Oui, je voulais préciser un truc. Je voulais préciser un truc, c'est que pour moi, c'est aussi très important qu'on mette en place tout ce groupe de recherche. Alors, j'aime pas dire ça, mais pour moi, c'était un groupe de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un phénomène qui est quand même nouveau. Qui est nouveau, oui, qu'on doit prendre en compte. On est tous un petit peu quand même dépourvus de solutions. Ce n'est pas une solution, c'est plusieurs solutions. Et donc je pense que c'est vraiment en créant des groupes de recherche qui allient fabricants, prestataires, acousticiens, voilà, tous les protagonistes et du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Donc, voilà, moi, c'était vraiment ce souhait aussi qu'on puisse, et qu'on va d'ailleurs continuer, et à renforcer, parce que bon, on se rend compte aussi que c'est pas simple. On a tous des métiers différents, il faut se comprendre. On n'a pas les mêmes langages, on n'a pas les mêmes atteints. On a des avis divergents, c'est normal, heureusement, c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, voilà, moi je voulais préciser cette chose où on a besoin de s'unir pour avoir des bons résultats. Et donc le lien vers le fabricant, c'est aussi aller vers les solutions proposées par le fabricant, parce qu'à un moment donné, il y avait des volontés d'avoir des délais séparés, d'avoir des filtrages, des réglages de seuil et tout. Bon, on ne peut pas modifier comme ça des réglages de limitation d'enceintes ou de systèmes qui sont conçus pour durer dans le temps. Enfin, c'est très délicat, en tous les cas. On voulait pouvoir connaître les limites, la façon dont c'était fait. Ça, c'était le lien avec le fabricant. Après, il y avait autre chose qu'on voulait amener aussi comme élément au moment de réfléchir à des solutions, c'est les contraintes de mise en œuvre. Parce qu'on a en gros 24 heures sur place. S'il fait beau, c'est super. On peut se mettre en place, on peut caler. S'il fait pas beau, tout le monde se cache. Et puis, ça se fait en une demi-journée. Je veux dire, ça, c'est des vraies contraintes aussi. Si on ne conçoit des solutions qui ne tiennent pas compte de la mise en œuvre ou de la réalité de la mise en œuvre, à mon avis, on se trompe. C'est-à-dire que... Et on n'ouvre pas l'heure. C'était, je pense, une des raisons peut-être de 2022. Alors, aussi, c'était que
voilà, il y a eu la tempête. Donc les solutions pour rendre cardioïdes et qui prennent du temps à caler, voilà, n'ont pas pu être mises en œuvre. Donc, de voilà. manière optimisée. Oui. Garder le même temps. Le même temps de montage. Donc voilà. Donc c'est voilà. Donc plus de communication. Voilà. Je précise que sur le festival Mars Attack, le souhait du festival, c'est d'avoir ses équipes de sonorisateurs. Donc nous, on veut aussi transmettre ça et avoir un support technique très fort sur les solutions déployées. Ceux qui accueillent en festival, pour parler des ingénieurs du son ou sonorisateurs qui accueillent en festival les groupes, souvent rentrent très tard dans le festival, n'ont pas conscience des enjeux. Bon, voilà. Il y a tout un travail à faire là-dessus pour qu'en amont, chacun soit conscient des enjeux. Voilà, ils avaient été impliqués beaucoup plus tôt, en 2023. Ils l'ont été plus tôt, mais des fois, ils découvrent encore les outils sur place. Non, c'est loin d'être évident, parce qu'on sait tous que on est aussi par ailleurs occupés sur d'autres événements. Chacun ne travaille pas uniquement sur Mars Attack. Donc, que ce soit les sonorisateurs, Nicolas, directeur technique, que ce soit du show, que ce soit David Rousseau. Voilà, tout le monde est impliqué, ou même le service communal d'hygiène et de santé. Donc, pour trouver des temps d'échange communs, c'était pas évident. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur l'anticipation de ces échanges, de ces discussions, pour pouvoir organiser des réunions régulières quand même, et vraiment avoir des échanges très très poussés et aboutis sur tous ces sujets. Je te vois prendre le micro, tu voulais ajouter un truc? Ouais, pour moi, il y a un truc qui est fondamental et absolu, c'est que ça ne peut marcher que si tout le monde a compris ce qu'on fait. Et quand je dis que tout le monde a compris ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande des choses nouvelles. Si jamais le sonorisateur qui est censé la mettre en œuvre n'a pas compris pourquoi on a fait les choses, ça ne marchera pas. Il n'y a même pas de question, ça ne marchera pas. Et la seule vraie solution, à mon avis, c'est de prendre le temps de former les équipes avant le festival pour leur expliquer pourquoi on fait ça, qu'on regarde ensemble comment on va le faire pour que ce soit au mieux. Mais ça passe par un échange constructif, des formations. Aujourd'hui, on leur demande des choses qu'on ne leur demande pas normalement, donc c'est normal qu'ils ne sachent pas. Mais la formation, c'est la base de tout. À mon avis, c'est la seule voie qui soit possible, c'est qu'on échange avant, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, c'est le cas de le dire, pendant le festival, parce qu'on n'a pas le temps de se prendre la tête pendant le festival. On ne peut pas négocier pendant le festival à savoir est-ce que ça sera ci ou ça. Il faut qu'on sache ce qu'on est à faire et comment on va le faire. Complètement. Alors on a travaillé donc, comme vous le constatez, énormément sur les systèmes de sonorisation, sur leur implantation, sur leur calage, etc. Mais on a travaillé aussi sur les appareils de gestion sonore et notamment sur cette notion de en tout endroit accessible au public et donc du respect des valeurs sur les scènes. Et donc Anne-Laure Prunier va vous présenter aussi ce travail où on a comparé aussi des appareils de gestion sonore et la méthode qui a été engagée. Je te laisse la parole. Oui, merci Angélique. Bonjour à tous. Alors, je commencerai juste effectivement par de nouveau excuser Jackie Levesque, président du comité scientifique, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, je vais intervenir avec ma souris peut-être pour les prochaines diapos. Donc, je vous présente juste brièvement le comité scientifique d'Agisson, qui est un organe qui existe depuis 2010, donc, sachant qu'Agisson avait été fondé à peu près dans les années 2000. Ça fait quand même un petit moment que Agisson se penche sur... c'est doté de cet organe pour avoir un espace de concertation qui réunit de nombreuses expertises, qui est donc présidé par Jackie Levesque, qui lui-même est ancien ingénieur d'études sanitaires de l'ARS. Mais au sein de ce comité scientifique, on trouve toutes sortes d'experts de différents champs. Et ce comité scientifique est là pour se réunir sur proposition thématique émanant du conseil d'administration, en lien avec l'actualité scientifique, l'actualité technologique ou législative. Et donc depuis 2017, il y a un énorme travail de concertation qui est réalisé au sein de cet organe autour de ce nouveau décret son amplifié. Hop, je passe à la suite si j'y arrive. Non, ça passe pas.
Donc je veux bien que tu le fasses, Quentin, merci. C'est un super assistant. Voilà. Donc juste très rapidement, petit rappel, même si du coup ça a été dit avant cette table ronde, mais peut-être tout le monde n'était pas là. Nous, ce qui nous intéressait là dans cette partie-là de l'expérimentation, c'est de travailler sur la question, sur le volet santé du public. Et donc dans ce cadre, le décret impose désormais de ne dépasser à aucun moment et en aucun endroit accessible au public les niveaux de pression acoustique continue équivalents de 102 dBA sur 15 minutes et 118 dBc sur 15 minutes. Alors, petite note d'attention par rapport à cela, c'est un maximum autorisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'imposer un niveau inférieur à ça. En fonction des conditions de l'événement, que ce soit d'ailleurs dans un lieu ou dans un festival, la direction peut tout à fait décider d'imposer des valeurs en deçà de ces valeurs réglementaires. Et on y reviendra, d'ailleurs, ça a été le cas sur Mars Attack. L'autre chose qu'il faut bien avoir en tête, je pense que vous en êtes conscient, mais ça fait toujours du bien de le rappeler, c'est qu'en fait, les systèmes de sonorisation, ils sont beaucoup plus puissants que ça. On peut aller largement au-delà de ces valeurs avec les systèmes qui existent aujourd'hui. Donc finalement, on peut faire un petit parallèle entre, si on comparait la sonorisation et la circulation routière, c'est pareil. Les voitures sont limitées à 130 sur l'autoroute, alors qu'elles peuvent rouler beaucoup plus vite finalement. Et donc ensuite, en fonction de l'environnement, dans une ville, on va limiter à 50, sur une autoroute, c'est à 130, sur une route départementale, c'est à 80. Donc on adapte la réglementation en fonction des conditions. Finalement, c'est la même chose avec la sonorisation. On peut tout à fait adapter le niveau sonore qu'on s'autorise à émettre en fonction des conditions. Et puis, il y a le pilotage du système en lui-même qui peut également être adapté parce qu'on peut se retrouver sur un événement où finalement on s'était dit qu'on n'allait pas aller au-delà de telle valeur, sauf qu'en fait, les conditions sont telles qu'on se rend compte que même en respectant ces valeurs-là, ça ne suffit pas pour protéger les riverains, protéger le public, etc. Et donc, dans ce cas-là, on baisse encore le niveau. Et puis, oui, c'est bon, tu peux passer à la suite. Les autres obligations qui sont portées par ce décret, c'est donc l'enregistrement et l'affichage en continu des niveaux sonores en dBA et en dBc auxquels le public est exposé. Donc techniquement, ça se fait, et c'est l'arrêté d'application qui est venu le préciser, on en a parlé tout à l'heure, ça se fait avec un échantillonnage temporel d'1 seconde, et le dispositif d'enregistrement doit calculer en temps réel le niveau de pression acoustique en dBA et en dBc sur 15 minutes glissantes. Donc là-dessus, les prescriptions sont assez claires. Maintenant, en réalité, ça pose quand même pas mal de problèmes quand on est physiquement présent sur l'événement et qu'on essaye de respecter ces prescriptions. Donc la diapo suivante. Oui, alors juste pour rappeler, voilà. Typiquement un afficheur enregistreur. Donc là, ce n'était pas à Mars Attack, c'était sur un autre festival. Ça sert donc à mesurer en direct le niveau de pression acoustique. Dans le texte, j'ai peur de dire une bêtise, c'est précisé qu'il doit être à la console. Oui, c'est le lieu est précisé. Le lieu est précisé, donc ça doit être à la console. Donc si on poursuit le parallèle que je faisais tout à l'heure, c'est la jauge de vitesse pour le sonorisateur. On voit sur cet afficheur-là qu'il affiche bien un niveau instantané, donc le gros chiffre en haut, et en dessous, un niveau en dBA et en dBc, et ce sont les niveaux moyens mesurés sur 15 minutes. Donc, en soi, on pourrait se dire, voilà, le système a l'air de respecter la réglementation. Néanmoins, diapo suivante, le gros problème qu'on va avoir sur ce texte, c'est comment respecter le « en tout endroit accessible au public ». C'est une question purement de physique du son qui va nous poser problème, puisqu'en fait, comme vous le savez probablement tous, le son sur un auditoire, et quand on est sur des scènes énormes comme le festival Mars Attack avec 12 000 personnes devant, on ne va pas réussir à avoir une parfaite homogénéité. On a beau travailler la directivité tant qu'on veut, il y aura forcément des zones où le son ne sera pas tout à fait au même niveau selon les endroits où on se trouve. Et en fait, on va avoir des points chauds de son, c'est-à-dire des endroits où le son est plus fort. Et ces points chauds, ils vont être différents
selon qu'on mesure le son en dBA, donc plutôt les médiums aigus, ou le son en dBc, dBc qui mesure les basses, c'est-à-dire pour simplifier. Donc ça, c'est un premier problème. Le son n'est pas homogène sur le public. Donc comment on fait pour être sûr qu'en tout endroit accessible au public, on respecte les valeurs réglementaires? D'autre part, Angélique l'évoquait tout à l'heure, impossible de placer le microphone de captation, le microphone qui sert à mesurer, dans le public. En termes de sécurité, voilà, c'est pas possible. Donc généralement, le micro, il est lui aussi, tout comme l'afficheur, placé à la console. Donc en fait, il faut trouver un moyen de corriger les valeurs qui vont être mesurées par l'appareil en tenant compte de toutes ces incertitudes-là. Donc ça, comment on fait? En fait, il y a eu pas mal de discussions et d'échanges et de réflexions au sein d'Agisson, au sein du comité scientifique, et en lien avec le Conseil national du bruit depuis plusieurs années. Et il y a un protocole qui a été proposé et qui a été validé par le Conseil national du bruit, le CNB, et qui est même évoqué dans l'arrêté d'application, qui est le fameux protocole en U, donc, je vais vous décrire juste après, mais qui permet de en fait, faire une moyenne spatio-temporelle avant d'être dans la phase vraiment de diffusion sonore. On diffuse un bruit de référence, on mesure le son un peu partout, on calcule une moyenne et on applique une fonction transfert ou offset aux appareils de mesure, de façon à corriger la mesure qu'ils vont faire en direct et de façon à refléter la réalité du volume sonore auquel l'auditoire va être soumis. Donc, diapositive suivante. Du coup, la question sur Mars Attack et sur l'expérimentation qu'on a fait à Mars Attack, c'était de savoir que si les appareils de gestion sonore aujourd'hui disponibles sur le marché répondent réellement à l'objectif réglementaire. Et en sous-texte, est-ce qu'on peut essayer d'appliquer ce fameux protocole en U à différents types d'appareils pour voir un peu ce que ça donne, déjà en termes de praticité, en termes d'ergonomie, en termes de résultats, comment ils vont se comparer les uns aux autres, etc. Donc c'est ce qu'on a fait. Avec ces trois matériels qu'on a testés, donc d'une part l'afficheur Amix, d'autre part l'afficheur de la société Awa Music et d'autre part un afficheur de la société Tanisi. Ces différents afficheurs avaient un statut différent dans l'expérimentation. L'Amix, c'était le matériel de référence, c'était celui qui avait été désigné par le service communal d'hygiène et de santé pour fournir les éléments réglementaires du festival. Par ailleurs, c'est l'afficheur enregistreur habituel du prestataire technique, donc de toute façon, il était présent. Et puis, plus largement, c'est un appareil qui est extrêmement répandu. D'ailleurs, sur la photo que je vous montrais, qui était sur totalement un autre événement, c'était aussi un Amix, parce que c'est souvent celui-là qu'on retrouve. Par ailleurs, on avait l'appareil Awa Music, qui avait été prêté à Agisson par le fabricant. C'est une jeune société qui a essayé de monter un système qui soit le plus possible en accord avec la réglementation depuis 2017. Donc, c'était intéressant pour nous de voir si effectivement il parvenait à ses fins. Et puis, le Tanisi, c'était une opportunité puisqu'on avait un sonorisateur qui l'utilise régulièrement, qui nous le mettait à disposition. Donc, ça nous permettait d'avoir un panel d'outils suffisamment différents pour faire cette expérimentation. Ensuite, ils ont chacun des caractéristiques techniques différentes. En particulier, en ce qui concerne la recherche et l'intégration des offsets, donc le fameux protocole en U que je vous détaillerai juste après, ne se fait pas de la même façon sur les trois appareils. Il y a un appareil, la Awa Music, qui fait cette recherche et cette intégration de manière automatique, avec le micro fourni par l'appareil. Ça se fait en bande d'octaves, donc ça va faire une mesure simultanée, mais séparée dans le système des différentes fréquences. Et ça va se faire en dBA et en dBc. Ce fonctionnement automatique n'est pas retrouvé sur l'Amix et le Tanisi, qui chacun, si on veut appliquer le protocole en U et intégrer des offsets, doivent passer par un système où on rentre manuellement dans le système les corrections qu'on souhaite apporter, et chacun également ne permettent pas de faire cette mesure, enfin
c'est pas un calibrage, mais ce protocole en U avec leur propre micro. Il faut un sonomètre extérieur en plus de l'appareil pour faire le mesurage et ensuite rentrer à la main dans le système les correctifs qu'on souhaite apporter. Et cette correction ne peut se faire qu'en global et pas par bande d'octaves. Et puis, dernière différence, ça va être important pour les derniers résultats que je vais présenter. On a regardé un peu du coup comment chaque appareil se comportait vis-à-vis des mesures de dépassement des valeurs limites imposées. Et il y a un calcul du temps total de dépassement des valeurs limites qui se fait de façon automatique sur la WaMusic et de façon manuelle sur la Mix Eltanizy. Il faut extraire les données enregistrées et aller finement regarder dans les résultats obtenus pour calculer les temps de dépassement des valeurs limites. Donc voilà pour les 3 matériels testés. On peut passer à la diapo suivante. Donc voilà une représentation schématique du protocole en U tel qu'il a été appliqué à Mars Attack. Donc ce qu'on voit sur cette diapo à droite, c'est la scène. La régie est donc au centre. Et la partie blanche, c'est la partie dans laquelle on a réalisé le protocole en lui-même. C'est-à-dire que on a suivi en fait ce qui était recommandé puisque le CNB a rendu un avis, comme je vous le disais. Donc il y a une sorte de protocole primitif qui est déjà écrit et qui recommande cette technique. Donc c'est une technique de balayage spatio-temporel où on va physiquement se placer dans l'espace qui est l'espace de la fosse en fait de la scène, et puis se promener selon le sens de circulation qui est indiqué. On a rajouté des numéros pour que on fasse référence à cela. Vous verrez après dans les mesures qu'on a pu avoir lors de l'application de ce protocole. Donc on réalise un balayage comme ça en marchant de 1, 2, puis on passe devant la scène 3, on revient à la régie 4. Et là, en l'occurrence, vu la configuration, comment c'était placé à Mars Attack, on a même été jusqu'à aller derrière la régie pour voir un peu ce que ça donnait et pouvoir balayer vraiment l'ensemble de la zone accessible par le public et de la zone dans laquelle effectivement le public des concerts allait se trouver derrière, puisque l'idée c'était de respecter ce fameux en tout point accessible au public. Donc ça se fait donc soit avec un sonomètre qu'on a amené en plus de l'appareil afficheur-enregistreur pour le Amix Eltanizy, soit directement pour le AWA avec le micro de l'afficheur-enregistreur lui-même. On se promène, bras tendus, en dessinant une sorte de signe infini devant soi, en marche normale, de façon à acquérir, et on acquiert les valeurs pendant toute la durée de cette marche. Donc ça a duré à peu près 3 minutes, là, c'est ce qu'on a pu constater. On fait ça en diffusant un bruit de référence dans les enceintes, pour avoir quelque chose à mesurer bien sûr. Et donc c'est le choix qui avait été fait là, c'était un bruit rose, de façon à ce que ce soit bien homogène, bien constant. Après, il y a eu un petit affinage du protocole sur le 2e jour, mais j'en reparlerai après. En tout cas, le premier jour, on a fait un protocole en U comme ça, sur un bruit rose. Les résultats de l'acquisition qu'on a pu observer derrière, donc avec le sonomètre, qui était un sonomètre de classe 1 qui nous avait été prêté, qui permettait de faire cette acquisition. Donc les numéros qui sont indiqués sur le graphique, c'est les numéros qui étaient sur le schéma précédent. Donc, je vous rappelle juste, le point 1, c'est devant la régie. Les points 2, 3, 6 et 7, qui sont les plus élevés en fait en valeur, c'était devant les subs. Les points 8 et 9, c'est les points les plus éloignés de la diffusion façade, c'est sur le côté de la régie. Et puis les points 5 et 10, c'était un peu une validation du fait que le protocole avait bien été fait, puisqu'en fait ces 2 points 5 et 10 c'était au même endroit. À un moment on passait au point 5, hop, on allait derrière la régie, on revenait tout à la fin au même point. Et si on trace un trait en fait entre la mesure obtenue au point 5 et la mesure obtenue au point 10, on est à la même valeur, aux alentours de 102 dB, 102,93 et 102,22. Voilà, donc on est quand même sur une bonne validation de notre méthode de mesure. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer à la diapositive suivante. Il faut quand même, un tout petit aparté, prendre en compte le fait que sur les 3 appareils testés, il y en avait un qui permettait d'intégrer une correction spectrale, donc par bande d'octaves, et 2 autres qui ne permettaient que d'intégrer des corrections globales. Donc la WaMusic, voilà les résultats qu'on a obtenus après avoir appliqué le protocole en U sur la WaMusic pour les valeurs
nécessaires pour corriger les mesures en DBC. On ne vous a pas mis tous les résultats, c'est juste un petit extrait. Là, c'est pour les DBC. On voit que selon les fréquences, selon les bandes de fréquences observées, il n'y a pas la même correction qui va être appliquée sur l'appareil. Ce qui est logique, puisque, comme je vous le disais au début, c'est lié au problème d'homogénéité du son et de points chauds des basses qui sont très, très variables dans l'espace public. Par contre, pour ce qui est des appareils Amix et Tanisi, là, comme c'est une mesure en global et pas en spectral, la correction qu'on obtient en travaillant sur les mesures qu'on a réalisées lors du protocole en U, elle est forcément globale. Donc en fait, vous allez le voir après, on a appliqué une correction d'à peu près 4 dB sur le DBC. Or, c'est très bête, mais si on compare du coup les valeurs du niveau de pression acoustique en DBC corrigées par la fonction de transfert en spectral versus, donc c'est la première ligne du tableau du bas, versus les mêmes corrections pour une valeur fixe qui est de 4 dB, on a quand même des différences, des écarts entre les deux méthodes qui sont assez énormes pour certaines banques de fréquences. Donc c'est vrai qu'en constatant tout ça et en réfléchissant à tout ça, il y a eu une réflexion avec l'équipe technique du festival et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de refaire le deuxième jour une mesure du protocole en U et une nouvelle correction en utilisant non plus un bruit rose homogène, mais un bruit rose enrichi dans les basses fréquences, puisque on était sur un festival hip-hop électro avec des fortes tonalités graves dans les musiques exprimées, et donc un intérêt à prendre en compte le fait qu'on allait avoir beaucoup de basses dans les sons qu'on allait mesurer derrière. Donc voilà pour cette correction. Diapo suivante, s'il te plaît, Quentin, merci. Donc pour les offsets, du coup, voilà ce qui a été obtenu. Donc le premier jour, le 15 juin, on a appliqué les offsets que vous voyez. Donc en fait, sur l'Amix et le Tanisi, comme ils sont tous les deux en global, on a appliqué le même offset. Donc plus 1 dB en A et plus 4 dB en C. Alors que pour la WA qui était en mesure spectrale, ce qu'on avait obtenu du coup de manière automatique, puisque l'appareil est prévu pour ça, c'était pas de correction en A et plus 4 dB en C. Donc on était quand même sur quelque chose d'à peu près similaire. Par contre, quand on a effectivement modifié le bruit de référence pour essayer de coller un peu plus à la réalité des sons qu'allait être à mesurer, on se retrouve avec des valeurs qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et on constate que, alors on n'a pas refait le calibrage pour la WA, puisque de toute façon il mesurait en spectral, donc on n'avait pas besoin de refaire, c'était pour corriger la problématique de mesure en global de l'Amix et du Tanisi qu'on a fait cette deuxième manip. Et là, on se retrouve avec des offsets qui sont quand même différents. Donc on est à plus 7 et pas plus 4 pour l'Amix et le Tanisi, et on est à moins 1 et pas plus 1 pour également ces deux appareils en dBA. Donc voilà déjà une première partie, c'était vraiment de tester en conditions réelles ce protocole en U, de voir à quel point il était réalisable. Il y a quand même quelques éléments à avoir en tête du coup derrière. Ça prend du temps, il faut que le système soit calé et que cette manip elle s'intercale entre le calage du système et les balances des groupes. Voilà, ça implique quand même des choses. Le protocole en lui-même, le déplacement n'est pas énorme. Non. C'est pas ce qui prend le plus de temps. C'est derrière le travail de transfert dans les machines finalement. Voilà, c'est ça. Et ça, ça peut se faire indépendamment de ce qui se passe dans la vie du festival, quoi. Certes, mais après, ça implique... En fait, c'est une manipulation du coup supplémentaire qui potentiellement est source d'erreur. Donc voilà, une première conclusion. Nous, dans la pratique, alors cette expérimentation pour nous, elle n'a pas valeur scientifique. Voilà, on s'est permis, on avait l'occasion d'avoir 3 appareils de mesure, on les a testés. On voulait vérifier le protocole. Voilà, on voulait vérifier le protocole, c'était un des premiers aspects. Et puis on voulait voir un peu, voilà, l'ergonomie de tout ça et aussi la praticité des différents appareils qui sont proposés. En l'occurrence, on s'est rendu compte que voilà, le fait d'avoir un appareil automatique versus manuel, c'était quand même beaucoup plus pratique. Et du coup, les erreurs sont quand même pas mal
mal éliminé grâce à ça. Et pour finir, du coup, je vous présente les résultats des mesures. Donc là, c'est sur la journée du 17 juin, donc c'était le dimanche, je crois, entre 16h20 et 1h30 du matin. Donc on voit bien, donc là, c'est les 3 appareils qui ont mesuré en continu les niveaux sonores. Bon, il y a une bonne corrélation, hein, ils mesurent tous que le son monte quand il y a un concert, globalement. Là, il y a eu donc manifestement 5 concerts sur la grande scène. C'est quand même bien fait. Après, ça, c'est le global. On voit quand même qu'il y a des petites différences. Donc, en vert, c'est la wah, en rouge, le Tanisi, en gris, la mix. Hein. C'était le même code couleur précédemment. On va zoomer sur... diapo suivante, s'il te plaît, Quentin. Voilà. On zoome sur 2 crêtes pour voir un peu mieux ce qu'il en retourne. Alors, entre la wah et le Tanisi, on a quand même une différence d'à peu près 2 dB. On ne sait pas trop à quoi c'est dû. On soupçonne qu'il y a peut-être un petit problème de calibrage du Tanisi parce que l'appareil avait été calibré avec un autre câble que celui qu'on avait sur le festival pour brancher le micro dessus. Donc ça peut être juste ça qui fait qu'il y a une petite différence. Et d'autre part, sur la mix, on constate une moindre précision. C'est-à-dire que en fait, la wah et le Tanisi, on a des courbes assez fluides. Voilà, on voit parce qu'il y a une acquisition en fait très fréquente des valeurs, alors que sur la mix, on a une acquisition moins fréquente qui fait que on voit cette évolution plutôt en plateau et pas en courbe fluide. Et puis on a un artefact qu'on ne sait pas expliquer, hein, qui est dû à un dysfonctionnement sans doute temporaire de l'appareil, qui est présent là à 17h34 là, sur la première courbe. Mais bon, globalement, l'ensemble des valeurs se suivent. Par contre, si on regarde en détail, voilà, il y a quand même des différences qui peuvent être importantes. Donc on va passer à la diapo suivante. Donc c'est la dernière diapo de résultats. On a compilé l'ensemble des résultats obtenus. On a, pour la wah music, on avait une extraction automatique de la durée de dépassement des valeurs limites autorisées. Donc on avait ce chiffre-là qui ressortait tout de suite. Pour la mix et le Tanisi, on a fait le travail d'extraction des données et de calcul de l'ensemble des durées de dépassement des valeurs. Et puis, c'est ce que je vous disais à un moment, je l'évoquais, les valeurs limites fixées par le festival n'ont pas été toujours les mêmes, parce qu'avec le travail de concertation et de réflexion autour de la directivité, en particulier pour les riverains, qui avait été fait en amont, il avait été décidé de démarrer le festival avec les valeurs réglementaires de 102 dBA, 118 dBc, mais en réalité, très vite, à l'issue du premier jour, on s'est rendu compte qu'il y a un gros problème d'émergence, lié en particulier au vent, au fait que la ligne d'atténuation dont on a parlé tout à l'heure ne pouvait pas être laissée en permanence, et que donc si on voulait préserver un minimum les riverains, il fallait baisser le son. Il n'y avait pas le choix. Donc il a été décidé dans la nuit du premier au deuxième jour du festival, par la direction, de baisser les valeurs limites, non plus donc 102, 118, mais 96, 112, moins 6 dB sur le A et sur le C. Donc du coup, nous, on a réintégré ces valeurs dans les appareils de mesure de façon justement à pouvoir mesurer les durées de dépassement et que ça s'affiche en rouge quand ça dépassait. L'ensemble des affichages sur les scènes ont été modifiés, l'ensemble des productions accueillies ont été prévenues et c'est ce que je disais au début. Voilà, la direction peut s'autoriser à baisser le son si ça pose problème. Et puis finalement, en fin de journée du 17 juin, donc la journée avait commencé comme ça, on s'est rendu compte que le vent était tombé, que finalement, ça ne posait pas tant de problèmes que ça chez les riverains, en particulier grâce aux sondes qui avaient été mises en limite de site et qui étaient présentées par David tout à l'heure. Donc, on a remonté les niveaux sonores, enfin, la direction du festival a choisi de remonter les niveaux sonores maximum autorisés de 3 dB, donc un compromis entre les valeurs réglementaires et les valeurs un peu drastiques qui avaient été imposées. Et à chaque fois, évidemment, on a vu donc des différences. Et puis, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que quand on était sur des valeurs très dures en termes de niveau sonore autorisé sur les scènes, forcément, c'était difficile quand même pour les sonorisateurs du festival, les sonorisateurs accueillis, les sonorisateurs du prestataire, de rester dans ces limites-là. Il y avait beaucoup de dépassements, voilà, rien d'extraordinaire. Mais qui reste dans les limites réglementaires. Ça reste dans les limites réglementaires, mais du coup, ce n'est plus dans les limites que le festival s'est imposé. Bon, après, on est juste au-dessus. Hein. Vous voyez, il y a les valeurs moyennes des dépassements dans les 2 dernières colonnes, en dBA et en dBc.
DBC. Au lieu d'être à 96, on est à 97, 96,5, voilà. Et au lieu d'être à 112, on est à 114,5, 115,5. Bon, ça reste quand même, voilà, 115, 2 fois plus fort que 112. Hein. Donc voilà. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a eu l'impression de constater quand même une différence particulièrement notable entre les différents afficheurs, une moindre sensibilité de la mix. Puisque on voit que il y a aucun dépassement à plein d'endroits pour la mix, alors que on est sur des dépassements pour les autres. Et puis entre le Tanisi et l'AWA, probablement, on pense que c'est lié à la façon d'acquérir en global ou en spectral. L'AWA est mieux disant en DBC, il est plus sensible, il va mieux repérer les dépassements de valeurs limites en DBC, alors que le Tanisi repère mieux les dépassements de valeurs en DBA. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, si on peut passer aux dernières diapos qui sont juste les conclusions. Donc, comparaison globale, des différences de précision entre les différentes chaînes d'acquisition, les offsets appliqués. Tout ça, ça va expliquer sans doute les écarts de mesure, donc les courbes que je vous montrais tout à l'heure, les différences entre les courbes. Les durées globales de dépassement qui sont nettement plus importantes sur AWA et Tanisi. Le Tanisi me disant en DBA, l'AWA en DBC. Les points de vigilance par rapport à tout ça, c'est quand même qu'on se rend compte que voilà, le choix d'avoir enrichi le bruit de référence sur les octaves 31 et 63 Hz, qui, nous le rappelons, ne sont pas des octaves qui sont normalement considérées dans le cadre de la réglementation pour les riverains, mais qui sont des valeurs, des fréquences qui sont très fréquemment retrouvées dans les esthétiques jouées sur le festival. C'est quand même quelque chose qui nous a permis, on pense, d'avoir quelque chose de plus proche de la réalité pour les mesures sur les appareils qui mesurent en global. Le protocole en U est intéressant, assez facile à mettre en œuvre d'un point de vue temporel. C'est vrai que 3 minutes, 5 minutes, bon, on peut se dire ça va. Après, les plannings de festival, c'est souvent très contraint. Il faut quand même penser à le rajouter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache le faire. Ça nécessite une anticipation parce que voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas se louper. Parce que si on s'est loupé sur le protocole en U, toutes les valeurs qu'on mesure derrière ne vont avoir aucun intérêt. Juste à noter, tout ça c'était sur la scène principale du festival. Évidemment, on n'a pas pu se permettre de faire ça sur l'ensemble des scènes, donc on avait juste la scène principale qui était l'objet de cette expérimentation. Sur les autres scènes, il y avait des amix partout, puisque c'était l'appareil du prestataire. Aucun dépassement n'a été constaté, mais finalement, sur la grande scène, quasiment aucun déplacement n'avait été constaté par les amix non plus. Donc voilà. Toute dernière synthèse, s'il te plaît, Quentin. Ouais. Donc, la nécessité de contractualiser, ça revient à ce que disait, ce qu'évoquait Nicolas tout à l'heure, hein, le fait que pendant le festival ait fait le choix de modifier les valeurs limites autorisées, ça a aussi pu être possible parce que, au préalable, il avait été dit avec les prods que le festival se réservait le droit de modifier les valeurs réglementaires. Et c'était écrit noir sur blanc, ça a quand même aidé, je pense, dans les échanges derrière, pour pouvoir faire accepter quelque chose qui, de prime abord, pouvait braquer voilà, un petit peu les gens aux manettes sur les sonorisations de leurs artistes. Les valeurs réglementaires donc, ne sont qu'une indication. Faut quand même penser potentiellement à s'imposer de les baisser un peu. Et puis l'importance du réglage préalable avec le calcul d'offset. Bon, on a vu quand même que c'était quelque chose qui apportait vraiment. Ça fait des grosses différences. Les offsets qu'on a intégrés, c'était pas 0,5 dB, quoi. C'était quand même des valeurs importantes. Et c'est important pour obtenir un mesurage moyen réaliste vis-à-vis des points chauds. Évidemment, c'est important pour le public, mais finalement, ça a aussi un impact sur les émergences chez les voisins. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette présentation exhaustive. On a pu constater que le maître mot finalement dans toute cette gestion sonore et tout ce qui a pu être mis en place, c'est vraiment l'anticipation. La gestion sonore, c'est quelque chose qui doit être pensé du début à la fin, hein, de la contractualisation à la gestion in situ, à l'EINS, etc. La communication. Et là, on était bien sûr dans une démarche bien spécifique d'expérience, d'expérimentation, en mettant beaucoup de choses en place. Néanmoins, il faut quand même noter que ce sont des coûts
supplémentaire, cette mise en œuvre de la gestion sonore, cette mise en œuvre de la réglementation, et que donc nous c'est quelque chose qu'on porte aussi au niveau du ministère et au niveau du CNM, que je vois présent, parce qu'il va falloir vraiment accompagner le secteur sur cette mise en œuvre effective et on va dire à 360 degrés, parce qu'on ne vous a pas parlé non plus ici, mais on a mis en place un dispositif bien spécifique sur tout ce qui relevait de la prévention et de la sensibilisation du public et de la mise à disposition de protection auditive, qui est aussi une obligation réglementaire, donc avec une zone de repos auditif, etc. Enfin bref, on a formation des bénévoles, voilà, il y a quelque chose de très conséquent qui s'est mis en place au sein du festival. C'est donc vraiment, j'ai envie de dire, une prise de tête quand même en amont. Je résume la pensée de Nicolas qui a géré tout ça, coordonné tout ça. C'est vrai que c'est intense, mais plus vous anticipez effectivement et plus vous êtes dans le dialogue entre les différentes parties prenantes, et mieux ça peut se passer effectivement. Alors je crois que je ne sais pas s'il y a quelque chose tout de suite après, et si on a le temps de prendre éventuellement une ou deux questions. 5 minutes. Alors peut-être, voilà, je vais me balader avec le micro parce que c'est toujours enregistré. Monsieur. Merci. Oui, Florent Bruno, bureau acoustique. Deux questions sur l'aspect protocole qui était présenté à la fin. La première, c'est le décret fait référence à un appareil homologué pour la traçabilité du contrôle et du respect ensuite du 102 pour le public. Est-ce que les appareils qui sont utilisés sont homologués ? À ma connaissance, il n'y a pas d'afficheur de ce type-là qui soit homologué. C'est une homologation qui concerne les sonomètres. Oui. Le Tennessee est classe 1, malheureusement, il n'incorpore pas de fonction de transfert. Donc ça reste d'une précision, même si jamais le microphone est bon, la qualité de la fonction de transfert. En fait, ce n'est pas une question de précision, c'est une question d'homologation, et ça répond au décret, à l'arrêté qui est cité dans le décret. Et en fait, l'homologation a dépendu LNE, et aujourd'hui, on est bloqué parce qu'il n'y a aucun afficheur. Mais l'arrêté dit que c'est du classe 2, donc c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est juste si jamais tu veux pouvoir vérifier tes valeurs, où là, il te faut du classe 1 avec la pastille verte, effectivement. Mais ça, c'est plus au bureau de contrôle, ou du moins aux agents des ARS, qui, eux, auront un appareil certifié. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun sonorisateur qui aura un sonomètre certifié et validé au LNE tous les ans, quoi. Ma lecture n'est pas tout à fait la même, parce que l'ARS va se baser sur les données fournies par l'organisateur pour retracer ce qui s'est passé dans son événement. Et si finalement on lui a donné la série temporelle mesurée par la mix, tout va bien. C'est ce qu'on précisait ce matin, c'est que les incertitudes de mesure sont liées à ça, justement. Dans l'arrêté, ce qui a été amené, cette notion d'incertitude est liée à ça. On sait très bien. L'arrêté est quand même essentiellement fait pour les agents en charge du contrôle. C'est une précision de beaucoup de choses pour les agents. Notamment, effectivement, ils doivent travailler avec du matériel homologué de classe 1. Ce n'est pas du tout demandé pour les organisateurs. Et d'où voilà, cette notion d'incertitude de mesure, puisque la plupart des organisateurs ne vont pas avoir les moyens de s'acheter du classe 1, et on travaille énormément avec du classe 2, évidemment. On travaille quasiment exclusivement avec du classe 2. Voilà. C'est courant d'avoir 9 dB d'écart entre deux appareils de mesure. Ça n'a pas de pertinence, on est d'accord. Mais on travaille avec du classe 2, on travaille à la minute et non pas à la seconde comme c'est demandé sur les afficheurs. Donc en fait, on a tout un tas de trucs qui ne vont pas. Mais malheureusement, de toute façon, même si on avait un microphone de classe 1, même si on avait tout bien, on reste quand même avec des erreurs qui sont propres à la mesure, qui sont très importantes. Je vais vous donner un exemple tout bête. Hier, j'étais encore au CSTB. Là-bas, dans des labos où tout est absolument vérifié partout, tu as 200 000 € de matos ultra certifié dans tous les sens, tu contrôles l'hydrométrie, la pression, enfin tout ce que tu peux contrôler, on a encore 15 dB d'erreur quand on fait une mesure dans les basses fréquences. Donc quand on a 15 dB d'erreur dans un laboratoire, dans le laboratoire européen le plus certifié que tu peux savoir, tout COFRAC qu'il est, ça sert à rien d'aller chercher une précision extrême. Alors quand je dis ça sert à rien, ce serait mieux d'avoir des bons appareils, c'est évident. Mais de toute façon, le secteur ne se paiera jamais du classe 1 recertifié. On prend des tempêtes sur la tronche. Les microphones d'Amix aujourd'hui, quand ils ont été 3 fois exposés à la tempête, au vent, aux pluies, tout ce que tu veux, moi je me rappelle, parce que quand je faisais la surveillance, je mettais des solos de classe, qui sont des classes 1 de chez 0,1 dB. Bon, j'ai flingué 3 micros quand même en concert. Quand on voit le prix d'un micro et de la certification qui va avec, un sonorisateur fera jamais ça. Non, on peut pas, jamais. On peut pas en arriver là. Une autre question peut-être, monsieur ?
Oui, deux questions. Le fait d'utiliser un classe 2 n'empêche pas de calibrer quand même son micro. Hein. C'est quand même la base, parce que les différences entre un classe 1 et un classe 2 sont quand même totalement périphériques, et c'est pas ça qui va changer la mesure. On est totalement effectivement il y a d'accord. 9 dB de différence, c'est qu'il y a un souci de calibration. Ça, C'est qu'il y a un souci de capsule, oui, parce que les capsules Oui, sont voilà. relativement merdiques quand même. Ça n'empêche pas que ce soit calibré et vérifié régulièrement. Ouais, Voilà. et L'un comme l'autre, hein. Un classe 1 aussi peut souffrir. Hein. Voilà. tout à fait, mais du coup, le fait de le recalibrer permet effectivement de compenser tout ça. Si jamais les pentes sont pas trop importantes. Le problème qu'on a, c'est que si on fait une correction par bande et qu'on a une pente qui diminue énormément, ben, en fonction de là où tu la prends dans la fréquence, tu as des variations gigantesques. Donc il faut quand même avoir des microphones qui soient pas trop mauvais. Et aujourd'hui, pour moi, le principal problème, c'est de prendre le temps, tout simplement, de prendre son Amix et puis d'envoyer une bande de fréquence, et de vérifier qu'on est à peu près raccord quand même. Parce qu'on a des différences gigantesques. Hein. Sur d'autres festivals, on a mesuré, comme je vous disais, des 9 dB d'écart entre deux appareils qui sortaient de maintenance. On a un vrai problème de la prise en compte des basses fréquences de toute façon. J'ai une petite question périphérique. Vous avez présenté 3 appareils, Tennessee, AWA et Amix. Quelle période d'intégration? On a vu sur les courbes qu'il y avait des plateaux donc, qui semblaient correspondre à une période d'intégration. Elle est de combien? Alors, il me semble qu'elle est réglementaire. Ouais, mais alors les plateaux qu'on a sont des plateaux énergétiques, c'est pas du temporel. Donc en temporel, on a une résolution d'une minute, alors qu'on devrait avoir une seconde. Mais après, aujourd'hui, quand tu vois si jamais on peut remettre le machin, mais quand tu vois les phénomènes que ça fait des plateaux comme ça, c'est parce qu'il y en a un qui arrondit au dB près et l'autre qui est glissant à 0,1 dB près. Mais faut pas confondre la résolution temporelle et la résolution énergétique. Là, globalement, ici, tu chutes parce que tu as une résolution tous les 1 dB, quoi, concrètement, alors que là, tu es beaucoup plus propre. Mais à mon avis, le problème majeur n'est pas tellement que là, tu fasses un step d'1 dB ou pas. Le problème majeur, c'est qu'ils devraient être tous sur la moyenne à peu près équivalent. Et ça c'est lié principalement aux différences de courbes de réponse. C'est pour ça qu'on a corrigé le bruit rose. En fait, on a bruit rose pour avoir... Ce qu'on a voulu, la première journée on a fait le truc, après je me suis promené avec mon sono, j'ai vu que les valeurs affichées n'étaient pas du tout les mêmes que celles que j'avais au sono, donc je me suis dit ok, là il y a un schmilblick, et donc on a repris le process, et on a repris le process en appliquant un bruit rose qui avait la même balance tonale que ce que j'ai diffusé la veille. Donc j'avais la balance tonale de la veille avec un plus 20 dans les basses fréquences, et donc j'ai refait une EQ du bruit rose pour qu'il ait exactement la même morphologie, on va dire, spectralement, pour limiter les erreurs. Et effectivement, on a limité les erreurs. Mais à partir du moment où ton appareil mesure que ta correction, concrètement, la correction d'un classe 1 par rapport à un classe 2, si jamais tu faisais une correction par bande fine, ça marcherait très bien. Mais pour l'instant, on fait des corrections par bande, et donc là, ça marche pas. Parce qu'il faudrait, moi typiquement par exemple ce que j'ai développé au CSTB, où on utilise du classe 2 pour à la fin calibrer des enceintes qui sont mesurées avec des ultra classe 1, c'est de la correction en 48e d'octave, mais effectivement avec du coup des microphones très basiques, je calibre des systèmes ultra précis. Mais parce que la correction se fait en bande fine, concrètement en 48e d'octave. Donc si jamais tu as une pente, où sur ta pente tu as 10 dB d'écart dans ta bande, par exemple là, si on prend la bande 63, bah, si jamais à 44 Hz, tu as 10 dB de moins qu'à 88 parce que ton micro naturellement il chute, tu appliques quelle correction? Tu appliques celle de 88 ou tu appliques celle de 44? Bah, la seule solution, c'est de le faire plus fin. Mais là, on n'en est pas là, parce qu'aujourd'hui, les appareils, on a déjà du mal à leur faire admettre qu'il faut faire une correction par bande. Alors faire une correction en bande fine, on n'y est pas. Déjà, si c'était par bande, ce serait bien. Ouais, déjà par bande, ce serait bien, mais là, dans l'état actuel des appareils, si on voulait faire la correction par bande sur l'Amix et le Tennessee, ce ne serait pas 3 minutes qu'il faudrait, ce serait 3 minutes par bande. On est d'accord. Non, parce qu'après, aujourd'hui, le temps de traitement pourrait être bon. Le vrai problème, c'est que d'un point de vue technologique, aujourd'hui, ils enregistrent avec des corrections, mais ils affichent pas en temps réel avec la correction qui va bien. Donc, en fait, ce qui est enregistré dans la mix, c'est un offset pur, c'est pas un offset par bande après recomposé. Enfin, pour faire la vraie mesure, on mesure par bande fine, on recompose l'équivalent du DBC avec la correction appliquée. Mais ça voudrait dire mesurer avec des moyens modernes, on va dire informatiques, et non pas des microprocesseurs qui sont très basiques et qui ont été conçus il y a 30 ans, quoi. Pour ça que la WA Music d'ailleurs a plus de possibilités, c'est que la WA Music du coup est basée sur un ordinateur, donc a beaucoup plus de puissance de calcul pour pouvoir faire tout ça automatiquement et faire des corrections plus simples.
Alors, je suis navrée, on va devoir écourter. Je sais qu'il y a encore plein de questions. On pourrait déborder, mais là, on me fait signe que non, il faut s'arrêter. Il y a un quart d'heure déjà qu'on est sorti. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, sachez que ce bilan complet de Mars Attack sera à nouveau présenté et diffusé de manière officielle, on va dire, au Biennale international du spectacle vivant en janvier prochain. Et donc, on vous invite à nous retrouver éventuellement là-bas, ou en tout cas, tout sera disponible sur le site internet d'Agissons. Et on vous retrouve demain pour la suite des rencontres. Au revoir. Bon appétit.